Le 17 juin 1972, en pleine campagne électorale américaine, 5 cambrioleurs sont pris en flagrant délit dans l'immeuble du Watergate. Ils étaient en train de poser des micros dans les bureaux du Parti démocrate. On découvre très vite qu'à leur tête, James McCord est un employé du comité pour la réélection du président Nixon. L'enquête révèle que 2 hommes ont organisé toute l'opération, Gordon Liddy et Howard Hunt. Tous 2 possèdent un bureau à la Maison-Blanche. Mais les poursuites s'arrêtent à ces 7 hommes, surnommés les plombiers. 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, affirment pourtant que les vrais responsables se trouvent peut-être dans le bureau ovale. Mais John Mitchell, l'homme de confiance de Nixon, nie toute implication. Ni le président, ni personne de la Maison-Blanche, ni personne de l'administration, ni aucun employé du comité pour la réélection du président n'est impliqué. Tout cela n'entame pas la popularité de Richard Nixon en course pour un second mandat. Le 7 novembre 1972, il est réélu triomphalement avec 68% des voix, un des scores les plus élevés des présidentielles américaines. Pourtant, à peine élu, Nixon rencontre de nouvelles difficultés. Sur fond d'opposition à la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate ressurgit et révèle d'autres pratiques douteuses du gouvernement Nixon. Effraction, pourrissement de la campagne démocrate et coups bas contre les pacifistes. Nixon est même soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Les gens doivent savoir si leur président est un escroc. Eh bien, je ne suis pas un escroc. Malgré les dénégations du président, le Watergate atteint progressivement ses plus proches collaborateurs. John Mitchell, ancien ministre de la Justice, est le premier à quitter ses fonctions. Mais le 30 avril 1973, ce sont à la fois John Dean, conseiller de la Maison-Blanche, Bob Haldeman, chef de cabinet de la présidence, et John Ehrlichman qui démissionne. Une seule question demeure, le président savait-il ? C'est par les médias que j'ai entendu parler pour la première fois du cambriolage du Watergate. J'ai été scandalisé par cet acte illégal et insensé. Nixon est de plus en plus soupçonné de freiner à la fois l'action des tribunaux et celle du procureur spécial en charge de l'affaire. Pour lever ces doutes, les parlementaires décident de créer leur propre commission d'enquête. Composée de 7 sénateurs, 4 démocrates et 3 républicains, elle dispose de pouvoirs spéciaux et peut convoquer toutes les personnes en relation avec l'affaire. Sam Ervin, le président de cette commission, est démocrate. Il est connu pour son attachement farouche à la défense des libertés individuelles. Howard Baker, le vice-président, est républicain. On pense qu'il défendra Nixon. Mais l'homme clé de cette commission n'est pas un sénateur. Samuel Dash est celui qui mène les interrogatoires préalables. Le 17 mai 1973, les auditions s'ouvrent pour un marathon de 6 mois et sont retransmises en direct sur les chaînes nationales 7 heures par jour. Dans la grande salle du Conseil, face aux sénateurs, de longues tables sont installées pour accueillir les journalistes. Au fond de la salle, le public se presse toujours plus nombreux. Tous les regards convergent vers la table des témoins, où vont se succéder jour après jour les hommes de Nixon. L'épisode de Watergate Story que nous allons suivre aujourd'hui lève le voile sur le financement parfois douteux du combat électoral. Certes, a priori, l'espionnage politique n'avait pas grand-chose à voir avec l'argent de la campagne de Nixon. Pourtant, c'est là que se situe le point faible. Tout part d'un petit détail. Dans les relevés du compte bancaire de l'un des cambrioleurs, on découvre un chèque de 25 000 $ destiné au comité pour la réélection du président Nixon. Ce chèque est signé par un certain Kenneth Dahlberg, qui affirmera d'ailleurs ne pas comprendre comment une subvention politique a pu se retrouver entre les mains d'un espion à la petite semaine. À cette époque, l'opacité du financement des campagnes électorales commence alors à apparaître. La législation en vigueur date de 1925, mais elle était tellement floue qu'au mois de janvier 1972, le Congrès a adopté une loi qui oblige chaque candidat à publier la liste des noms et professions de tous ceux qui ont contribué à sa campagne pour plus de 100 $. Comme il faut 60 jours pour qu'une loi entre en vigueur, c'est à partir du 7 avril 1972 qu'il faut ouvrir les registres et tout révéler sur ses soutiens financiers. Les soupçons pesant sur le financement de la campagne de Nixon se développent à partir de là en 2 étapes. D'une part, le comité pour la réélection du président est accusé d'avoir tenu une caisse noire sur laquelle auraient été prélevées les sommes versées aux cambrioleurs du Watergate. Et au fur et à mesure que l'enquête avance, on s'aperçoit que cette caisse noire, sous-estimée au départ, contenait en réalité des centaines de milliers de $.
D'autre part, on s'interroge, une fois les noms des donateurs révélés, sur les parallèles entre générosité politique et obtention de privilèges juteux. L'auteur du chèque de 25 000 $ vient ainsi d'obtenir en un temps record l'octroi d'une charte fédérale lui permettant d'ouvrir une banque dans le Minnesota. Sans doute les démocrates ont-ils aussi profité de ce système de financement. Mais cela fait maintenant 5 ans que les républicains sont aux affaires et que l'administration Nixon a tissé des liens très étroits avec plusieurs grandes entreprises. Les soupçons se sont ainsi multipliés, focalisés autour de 3 affaires. Les producteurs de lait d'abord. Ils ont versé pendant la campagne présidentielle de 1972 427 000 $ aux troupes de Nixon. Sans que rien ne puisse être prouvé, beaucoup font le lien avec une décision de mars 1971 par laquelle le ministre de l'Agriculture a relevé la subvention fédérale pour le lait industriel, faisant ainsi gagner plusieurs millions de dollars aux producteurs américains. International Telephone and Telegraph Corporation ensuite, plus connue sous le nom d'ITT. La société est en 1973 la 8e plus grande firme du monde, mais elle est confrontée à la législation antitrust américaine. Le ministre de la Justice de l'époque a reconnu être intervenu pour freiner les ardeurs des tribunaux au moment même où le PDG d'ITT avait promis 400 000 $ pour le financement de la campagne de Nixon. Enfin, une dernière coïncidence mystérieuse concerne la chaîne de restauration rapide McDonald's. Elle avait augmenté de 6 cents le prix de ses hamburgers sans en avoir averti la commission des prix, qui exige donc 6 mois plus tard le retour au prix initial. Peu après, le PDG de McDonald's verse une contribution personnelle de 255 000 $ à la campagne de Nixon et le 8 septembre 1972, la chaîne de restaurants reçoit finalement l'autorisation d'augmenter le prix de ses hamburgers. Les hommes de Nixon n'ont rien inventé, mais ils ont tiré le maximum d'un système de financement trouble. L'opération du Watergate met en lumière les liens entre pouvoir politique et argent privé, au centre duquel se trouve un homme, Maurice Stantz, l'ancien ministre du Commerce et le directeur financier de la campagne de Nixon, qui va donner du fil à retordre aux sénateurs dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant lui témoigne Hugh Sloan, le trésorier apparemment innocent mais bien informé des comptes de campagne de Nixon. Une dernière chose, ici encore l'histoire nous aide à comprendre le présent, puisqu'à l'heure des gros contrats en Irak ou du rôle de tel ou tel fonds de pension, l'administration Bush est confrontée aux mêmes demandes de transparence et de vérité. Le témoin suivant est Hugh Sloan. Levez la main droite. Au cours de votre témoignage devant la commission d'enquête sénatoriale sur la campagne présidentielle, jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites « je le jure ». Je le jure. Hugh Sloan était le trésorier du comité pour la réélection du président. Il est interrogé sur ses responsabilités dans les dépenses en liquide dont une partie est retrouvée dans les poches des cambrioleurs arrêtés dans le Watergate. Il doit aussi rendre compte des mouvements massifs de cash juste avant le 7 avril, date à laquelle une réforme de la loi électorale imposait de rendre publics les noms des gros contributeurs. Pouvez-vous nous donner une estimation du montant total des sommes qui étaient conservées en liquide dans les bureaux du comité pour la réélection du président ? Sur l'ensemble de la période, je dirais 1 700 000 $. Mais jamais plus de 600 000 ou 700 000 au même moment. Et je crois que le maximum a été atteint juste avant le 7 avril grâce aux rentrées d'argent qui eurent lieu à cette période. Comment avez-vous conservé l'argent reçu le 25 mai 1972 ? Dans des coffres-forts ? Ou ailleurs que dans une banque ? Tout cet argent qui est rentré en dépôt était conservé dans le coffre du bureau de M. Chambers. D'après votre précédent témoignage, n'y avait-il pas plus d'1 million de dollars en trop dans ces coffres ? Oui, monsieur. Au début, une partie du liquide était conservée dans le coffre-fort des dépôts et par la suite dans un coffre-fort de notre bureau. Les premières sorties d'argent étaient contrôlées par John Mitchell, qui était alors le ministre de la Justice des États-Unis. Il avait le contrôle général sur les mouvements de fonds. Mais je ne suis pas sûr que ce soit spécifiquement lui qui m'autorisait à engager chaque sortie d'argent.
car M. Magruder était devenu l'ordonnateur délégué lorsque M. Liddy et M. Porter ont dû masquer financièrement leurs activités. Le premier à pouvoir autoriser des dépenses était bien M. Kalmbach. Oui, c'est exact. Puis M. Mitchell en a pris la responsabilité. Oui, monsieur. Les instructions de M. Kalmbach étaient que M. Mitchell contrôlerait toutes les dépenses en chèque ou en liquide. Puis des questions ont surgi et M. Mitchell s'est fatigué de vous entendre si souvent l'interroger sur les dépenses en cours et vous a dit de vous arranger avec M. Magruder. Oui, monsieur, c'est exact. C'est ainsi que M. Magruder est devenu le responsable des dépenses. Oui, c'est exact. Faisiez-vous parfois part à M. Stans des sorties d'argent que M. Magruder vous demandait? Sénateur, M. Stans était tenu au courant de tout. Lorsqu'il est devenu directeur financier, j'ai revu avec lui chaque dépense engagée. A-t-il autorisé, ou pour le moins consenti, à toutes les dépenses faites sur ces fonds? Il reconnaissait à certaines personnes le droit de retirer de l'argent. Il n'autorisait pas en personne les retraits à chaque fois que quelqu'un venait. Cependant, il serait vrai de dire que M. Stans a clairement ou tacitement approuvé toutes les dépenses que vous avez engagées. Oui, à partir du moment où il est devenu directeur financier. Quelles traces gardiez-vous au sein du comité des sorties de ces sommes en liquide? Sénateur, je tenais un livre de comptes dans un coffre où je comptabilisais toutes les sorties et tous les reçus des contributions en liquide, leur date, leur utilisation par qui et à quelle date. Savez-vous ce qu'est devenu ce registre? Oui, monsieur. Où est-il? Il a été détruit, sénateur. Quand? Le 23 juin. Qui a demandé de le détruire? J'aimerais, sénateur, prendre mon temps pour répondre à cette question. Nous étions en pleine préparation du bilan final de la période qui précédait les changements de règles du financement électoral. Monsieur Stans m'avait demandé un exemplaire faisant le bilan de ces transactions. La différence entre cet exemplaire et mon livre de comptes était les chiffres totaux. Sur la nouvelle version, les fonds retirés par Monsieur Liddy étaient réduits à 199 000 $ et les dates d'entrée des donations disparaissaient. Monsieur Stans m'a précisé que c'était le bilan définitif de cette période. Je vérifie avec Monsieur Kalmbach le chiffre de 250 000 $ ou quelque chose comme ça. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait de la répartition de ces sommes. Quand il m'a demandé à son tour quelles étaient les instructions de Monsieur Stans, et j'ai répondu que Stans voulait un exemplaire unique, qui serait la seule trace de ces transactions. Bien, a dit M. Kalmbach, je vais détruire tous les autres comptes que j'ai et je te conseille de faire la même chose et de lui fournir seulement l'exemplaire demandé. Autrement dit, M. Kalmbach vous a bien dit qu'il allait détruire les comptes qui étaient en sa possession et vous a conseillé de faire de même avec les vôtres. Mais, sénateur, je ne savais pas s'il avait ou non une autre copie des comptes. Pour les sommes dont j'avais la trace, par exemple, je n'ai pas eu le sentiment de détruire aucune information originale, car je remettais un dossier contenant ces mêmes informations au secrétaire d'État, M. Stans. Ne prenez pas mal mes questions, car votre témoignage et votre franchise m'ont à nouveau donné foi en l'adage qui dit qu'un honnête homme est le plus beau travail de Dieu. Et soyez sûr qu'aucune de mes paroles ne doit vous offenser. Ni offenser Dieu. Non. Le sénateur Ervin est ravi de ce témoin docile. De l'Organisation générale des finances de la campagne de Nixon découle le cas particulier des sommes versées à Gordon Liddy en vue du cambriolage. Sam Ervin le questionne également sur la destruction de registres comptables effectués sur ordre de l'avocat personnel de Nixon, Herbert Kalmbach, et de l'ancien secrétaire d'État au commerce, Maurice Stans. Peut-on dire que la consternation régnait parmi les membres du comité pour la réélection du président lorsque vous avez appris au petit matin du 17 juin 1972
qu'un des employés du comité, M. McCord, et 4 autres personnes avaient été arrêtés cette nuit-là en flagrant délit de cambriolage. Oui, monsieur. Est-ce à ce moment-là que M. Liddy a déclaré que son équipe s'était faite prendre dans l'immeuble du Watergate et qu'il avait commis une erreur en laissant un des membres du comité participer à l'aventure? Oui, monsieur, c'est exact. Enfin, excusez-moi, sénateur, il n'a pas dit « Mon équipe s'est fait prendre cette nuit dans l'immeuble du Watergate », mais juste « Mon équipe s'est fait prendre », sans mentionner le Watergate. Aviez-vous cependant deviné ce dont il parlait? Pas avant d'avoir lu les journaux, sénateur. Je n'étais pas encore au courant du cambriolage. Est-ce que la première personne avec laquelle vous avez parlé du cambriolage était M. Larue? Je ne sais plus du tout si j'ai d'abord eu une conversation avec M. Larue ou M. Magruder cette fois-là. Monsieur Larue est venu vous parler. S'agit-il bien de Fred Larue? Oui, monsieur. Était-il l'assistant de John Mitchell? Oui, monsieur. Notamment lorsque John Mitchell était ministre de la Justice. Je n'en suis pas sûr. Je sais juste que M. Larue travaillait à la Maison-Blanche. Il est donc venu vous voir et vous a dit qu'il enquêtait sur cette affaire sur la demande de M. Mitchell. Oui. Vous a-t-il fait alors savoir que le FBI voulait vous interroger? Oui, monsieur. Monsieur Larue vous a dit de ne pas parler au FBI avant d'avoir vu M. Mitchell. Oui, monsieur, c'est exact. Vous êtes donc allé voir M. Mitchell et lui avez fait part de votre inquiétude. J'étais à la recherche de conseils pour faire face à cette situation. Je crois que j'avais envie d'entendre que tout allait bien, mais ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Oui, le seul conseil que vous avez obtenu était de méditer sur cette phrase « Quand les temps sont durs, vient le temps des durs ». Oui, monsieur. Plutôt sibyllin, je ne suis pas sûr de tout comprendre. On dirait une maxime du Sphinx. Je ne comprends pas non plus, sénateur. Combien de temps après cela, M. Mitchell a-t-il quitté le comité? J'avoue que lorsque j'ai appris le départ de M. Mitchell, alors que je me trouvais aux Bermudes, la même idée m'a traversé l'esprit. J'ai appris le départ de M. Mitchell le 1er juillet, je crois, quand j'étais aux Bermudes. Le conseiller Dash reprend sur les pressions exercées sur Hugh Sloan par Jeb Magruder, le directeur exécutif de la campagne de Nixon, et Fred Larue, l'assistant personnel de John Mitchell, pour qu'il minimise les sommes versées à Liddy. Monsieur Magruder est-il à nouveau entré en contact avec vous le 5 juillet? Oui, monsieur. Que voulait-il vous dire et dans quelles circonstances cette conversation a-t-elle eu lieu? Il m'a dit qu'il voulait qu'on se revoie et m'a demandé si j'étais partant pour prendre un verre après le travail. J'avais plein de boulot puisque je revenais de vacances, mais j'ai dit d'accord. Nous sommes allés à la Black Horse Tavern. Il a mangé pendant que je prenais juste un cocktail car je devais rentrer et manger chez moi. Il m'a dit, tu sais, il faut qu'on trouve une solution au problème Liddy. Il a ajouté, ce qu'on devrait faire, toi et moi, c'est aller voir le procureur, M. Harold Titus. Je vais dire à M. Titus que j'ai autorisé les sommes versées à M. Liddy et tu auras simplement à confirmer avoir donné l'argent selon mes instructions. Puis, il a dit que nous devions nous mettre d'accord sur un montant. Cette fois, le montant était plus bas que jamais. C'était 40 000 ou 45 000 $. On n'a pris aucune décision lors de cette rencontre. Que lui avez-vous répondu? Je dirais que j'étais assez ahuri. Je lui ai juste dit que j'allais y penser et que je lui donnerais une réponse demain.
Vous vous êtes revus le lendemain? Oui, monsieur. Et que s'est-il passé? Lorsque j'ai revu M. Magruder dans son bureau, je lui ai dit que je n'avais aucune objection à rencontrer le procureur. Mais je l'ai averti d'une chose. Si on me demande juste si M. Liddy a reçu 45 000 $, certes, je répondrai oui, mais si on me demande aussi s'il a reçu plus que ça, je dirais également oui. Et s'il me demande quel est le montant total des sommes reçues, je ferai de mon mieux pour lui répondre. Qu'a répondu M. Magruder? Il a dit quelque chose comme d'accord et a changé de sujet. Il ne m'a plus jamais suggéré de rencontrer M. Titus. Monsieur Larue est-il venu vous voir peu de temps après? Oui, monsieur, je crois que je sortais à peine du bureau de M. Magruder lorsqu'il m'a attrapé par le bras et m'a poussé dans une salle de conférence et dit « Jeb et toi, vous vous êtes arrangés ?» Je lui ai dit qu'on avait eu une discussion la veille et une autre le matin. Il m'a demandé si on s'était mis d'accord sur un montant. Je lui ai répété ce que je venais de dire à M. Magruder. La discussion s'est arrêtée là. Avez-vous eu une autre réunion avec M. Larue le 13 juillet? Oui, monsieur. Pouvez-vous nous dire où se tenait cette discussion et ce qui s'y est dit? Au restaurant de l'immeuble du Watergate. Pourquoi avoir choisi ce restaurant? J'ai cru que c'était un peu par humour noir, mais il habitait lui-même dans cet immeuble. De quoi avez-vous parlé, Monsieur Sloan? Je ne sais plus du tout ce qui nous a amené à parler de ça. Il m'avait demandé de revenir le matin suivant. Les avocats avaient demandé à me voir un jour plus tôt. J'ai donc laissé M. Stearns, puis je suis allé déjeuner avec M. Larue et nous avons fait le tour de la situation. Il faisait le tour des options qui me restaient. Il m'a alors fait comprendre que je risquais d'avoir des ennuis avec la loi et que je devrais peut-être penser à invoquer le 5e amendement pour éviter d'avoir à témoigner devant les juges. Durant tout le trajet, j'avais longuement pensé à tout ça. Et j'ai dit à M. Larue, il est évident que les pressions sont fortes, même si je peux parler d'aucune conversation en particulier, à part pour l'idée d'un faux témoignage que Magruder m'a suggéré. Mais invoquer le 5e amendement, je ne sais pas précisément. Pourtant, il était évident que je devais choisir l'une ou l'autre de ces deux options pour rester dans les bonnes grâces du comité. Je lui ai dit que j'avais l'intention de ne faire ni l'une ni l'autre, car je pensais que je devais dire la vérité et que si j'avais des problèmes, j'aurais à y faire face. Vu les circonstances, j'ai ajouté qu'il était dans l'intérêt de tous que je démissionne. Je lui ai dit aussi que je ne voyais pas du tout comment je pouvais être représenté par des avocats du comité qui auraient à défendre également cette organisation. Je ne vois pas comment ils auraient pu défendre ma propre cause. Un conflit d'intérêts évident était en cours. Qu'a répondu M. Larue? Il a dit qu'il ne discuterait pas ma décision. Il a dit « c'est peut-être dans l'intérêt de tout le monde. Je vais en parler aux décideurs politiques de la campagne. Pourquoi n'en parlez-vous pas de votre côté à Maurice Stearns ?» M. Stearns devait revenir le matin suivant. J'ai dit « j'irai le voir demain matin. » Il a dit « non, pourquoi ne l'appelles-tu pas ce soir ?» J'ai donc appelé le soir même. J'ai dit avoir déjeuné avec M. Larue et pensé devoir démissionner au vu des circonstances. M. Stearns a répondu « Attends une minute, ne parlons pas de ça au téléphone. Je serai dans mon bureau. Je serai dans mon bureau demain matin, mais ne viens pas car j'ai rendez-vous avec le FBI. Tu recevras un appel de mon bureau après la réunion. » J'ai été dans son bureau le lendemain. Il m'a annoncé avoir déjà dit au FBI que j'avais démissionné. Mais vous ne l'aviez pas encore fait. Non, monsieur. Mais j'avais vraiment l'intention de le faire. J'ai été dans mon bureau écrire la lettre de démission en invoquant des raisons personnelles. Puis j'ai quitté le comité et je suis parti me chercher un avocat. Avez-vous pris un avocat? Oui, monsieur. Quand? Le jour même.
Hugh Sloan est demeuré fidèle à son intégrité. Bien qu'il ait dû démissionner de toutes ses fonctions officielles, il ne sera pas inquiété par la justice et deviendra président d'une firme d'équipement automobile. Avec l'audition de Maurice Stantz, ancien secrétaire d'État au commerce de Nixon et principal bailleur de fonds de sa campagne, la commission Ervin franchit un seuil. Non seulement il s'agit de son premier gros poisson, mais surtout Maurice Stantz n'a jusque-là jamais comparu devant le FBI. Son audition est donc fondamentale pour l'avancée des débats, ce qui explique sans doute la tension durant les 3 jours d'audience. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Commission, j'ai vécu à cet endroit même un des moments de ma vie dont je suis le plus fier, alors que je terminais mon mandat de secrétaire d'État au commerce. Certains d'entre vous et beaucoup de vos collègues sénateurs se sont montrés très généreux au cours d'une audience publique en l'honneur de mes 3 années de travail au gouvernement. Et des sénateurs démocrates m'ont même souhaité bonne chance pour ma nouvelle mission de collecteur de fonds pour la campagne présidentielle. Mais pas trop de succès, ont-ils ajouté. Ces moments gardent encore une valeur inestimable à mes yeux, comme les récompenses reçues pour mes années au service de 2 gouvernements. Je voudrais que mon témoignage aujourd'hui soit à nouveau un service rendu à la nation. Les circonstances qui nous rassemblent aujourd'hui sont extrêmement regrettables, mais comme vous, je veux établir les faits et faire éclater la vérité sur ces questions d'intérêt national. C'est pourquoi j'ai coopéré avec votre équipe pour préparer mon présent témoignage, comme je suis prêt à entièrement coopérer avec cette commission, conformément à ce que me dicte mon sens de l'intégrité. Je tiens à déclarer que, premièrement, je n'étais pas au courant du cambriolage du Watergate ou d'aucune tentative d'espionnage ou encore de tentative pour couvrir l'affaire avant de l'apprendre dans les journaux. Deuxièmement, je n'étais au courant d'aucune manœuvre perpétrée par Segretti ou qui que ce soit d'autre pour perturber la campagne. Troisièmement, à ma connaissance, il n'y a pas eu de violation intentionnelle des lois de financement des campagnes électorales par les services financiers du comité dont j'avais la responsabilité. À cause de la complexité de la nouvelle loi entrée en application en pleine campagne présidentielle et à cause de la quantité de travail provoquée par cette nouvelle loi, il y a peut-être eu, par contre, des violations involontaires et techniques de cette loi. En tant que directeur financier de ce comité, je n'avais pas la responsabilité des manipulations internes des fonds, des placements bancaires, de la tenue des comptes ni des bilans. Je ne signais pas les chèques, je ne touchais pas à l'argent des fonds liquides du trésorier, je n'avais pas de fonds liquides propres. Lorsque je recevais des contributions pour le comité, je les donnais toujours très vite au trésorier. Je n'avais pas de relation avec les banques. Je n'inscrivais rien sur les livres de compte, ni ne surveillais ces livres. Je ne rédigeais pas les rapports publics et je ne les consultais pas à l'exception des pages de résumé. Tout ceci relevait de la responsabilité du trésorier. Cet état de fait n'est pas une organisation interne propre à notre comité, mais une organisation conforme à la loi sur l'organisation des campagnes fédérales. Le trésorier avait la responsabilité de toutes les manipulations internes quotidiennes et nous n'évoquions ensemble que certains problèmes spécifiques sur lesquels il requérait mon avis, ce qui fut d'ailleurs assez rare. Messieurs, je vous répète encore une fois que je ne savais rien de l'affaire du Watergate, ni des tentatives pour l'étouffer. Je n'ai aucune connaissance d'actions d'espionnage ou de sabotage organisées par le comité. Et je puis enfin vous assurer avoir fait de mon mieux pour obéir à l'esprit et à la lettre de la loi électorale. J'ai le plaisir de vous connaître depuis de nombreuses années. Au deuxième jour d'audience, Talmadge se sert du témoignage du trésorier Sloan pour reprendre Maurice Stantz sur ses dénégations violentes de la veille et sa prétention à ne jamais se mêler des détails financiers. Votre carrière est un exemple formidable de réussite personnelle.
D'origine sociale modeste, studieux, vous devenez comptable public à l'âge de 23 ans, homme d'affaires accompli, secrétaire d'État au commerce, ministre du budget, et pour finir, vous voilà le plus efficace collecteur de fonds pour le financement d'une campagne électorale que ce pays ait connue. Mes questions vont certainement vous paraître hostiles, mais il ne faut pas les prendre ainsi, car je cherche moi aussi à faire établir cette vérité que les Américains sont en droit de connaître. Vous connaissez évidemment bien M. Sloan. Oui, nous nous connaissons bien. Accordez-vous foi en sa parole. Je crois en sa parole, sauf quand ses souvenirs diffèrent des miens. Je crois qu'il s'agit plus que d'une question de mémoire. Il a dit que vous aviez dû voir avec M. Mitchell le paiement d'une somme de $83 000 à M. Liddy. Vous démentez, n'est-ce pas? Oh non. En avez-vous parlé avec M. Mitchell? J'ai effectivement vu M. Mitchell pour décider si M. Magruder était autorisé à demander à Sloan de verser les paiements de Liddy. Nous n'avons pas parlé de la somme exacte. M. Mitchell a-t-il autorisé ces paiements? Non, il n'a rien autorisé. Il a dit qu'il fallait s'adresser à M. Magruder. Il a dit « M. Magruder est le directeur de campagne, c'est lui qui gère les dépenses. » Après avoir parlé à M. Mitchell, avez-vous demandé à M. Sloan de faire les versements? Non, monsieur. Après avoir parlé à M. Mitchell, j'ai dit à Sloan de s'adresser à Magruder pour l'autorisation de paiement, et Sloan a dit qu'il en avait déjà parlé à Magruder. Niez-vous également avoir dit à Sloan que vous ne vouliez rien savoir et qu'il ne devait pas chercher à savoir ce que M. Liddy faisait de ces $83 000? Non, sénateur. Je ne nie pas avoir eu une discussion sur ce sujet, mais j'ai dit que ce n'était qu'une partie de la conversation et je ne crois pas que mes propos aient été correctement rapportés. Monsieur Sloan disait la même chose que moi la semaine dernière. Cette remarque fait partie d'un contexte plus global, lié à une forte frustration vis-à-vis d'une partie du personnel de la campagne et n'était pas uniquement liée à la question du paiement de M. Liddy. Hier, au cours de votre témoignage, vous avez reconnu que M. Sloan vous a dit le 12 juillet avoir été contacté par M. Magruder pour minimiser les sommes déboursées pour M. Liddy. Est-ce exact? Je ne suis pas certain d'avoir donné cette date. Mais M. Sloan m'avait effectivement rapporté ce qu'on lui avait demandé et m'avait fait connaître sa décision de ne pas obtempérer. N'avez-vous pas alors pensé que l'argent versé par Magruder avait peut-être été utilisé de façon illégale ou immorale? Sénateur, je ne crois pas que vous vouliez parler de Magruder. Pouvez-vous reformuler la question? N'avez-vous pas alors pensé que l'argent versé par Magruder avait peut-être été utilisé de façon illégale ou immorale? Oui, c'est vrai. Mais mes suspicions sont nées plus tôt, lorsque M. Liddy a été renvoyé suite à son manque de coopération avec le FBI. N'avez-vous pas dit également lors de votre précédent témoignage que votre tâche consistait uniquement à réunir de l'argent et que vous ne vous occupiez pas des détails? C'est assez vrai. Je ne dis pas que parfois je ne me suis pas occupé de petites choses, on est toujours obligé d'en passer par là. Mais mon travail consistait à réunir les grosses sommes d'argent pour la campagne. Je vais demander aux assistants de distribuer une copie de ce document à chaque membre de la commission et aux témoins. Donnez-en immédiatement à M. Sten, s'il vous plaît, afin de lui rafraîchir la mémoire. Oui, je me souviens de ces notes. Vous avez bien vous-même écrit ce document, les 2 pages. Oui.
Monsieur le Président, je demande que ce document soit classé comme pièce à conviction. Je vais en lire un extrait. Nous devons mettre en place un système de contrôle portant sur l'achat et la distribution d'articles comme les autocollants, les drapeaux, les pins, les babioles et autres objets. Je lis aussi page 2. Je pense que nous devons avoir un badge spécial pour nos donateurs, etc. Cela ne nous indique-t-il pas que vous vous occupiez aussi des petits détails de cette campagne ? Procédons par ordre, sénateur. La question de la comptabilité d'articles divers comme les babioles ou les pins était nouvelle. Nous ne l'avions fait ni pour l'élection précédente, ni en 1968. Ceux qui tenaient les stands avaient l'habitude de vendre des babioles et d'affecter les sommes récoltées à des besoins locaux. Ceci n'était plus possible avec la nouvelle loi qui exigeait que nous comptabilisions chaque dollar qui entrait dans les caisses. C'est pourquoi j'ai précisé à M. Sloan, dans le deuxième paragraphe de cette note, que j'aimerais que vous mettiez en place une nouvelle procédure pour 1972. Je ne considérais et ne considère toujours pas que ce soit un détail. Je pense que c'était un aspect important de nos responsabilités vis-à-vis de la Cour des comptes. Cette note est-elle bien datée du 28 février 1972 ? C'est exact. 2 mois donc avant que les nouvelles mesures de comptabilité du financement des campagnes électorales ne soient mises en œuvre. 5 semaines plus tôt, sénateur, oui. 5 semaines. Pourquoi se préoccuper des autocollants, des drapeaux, des pins et autres babioles alors que vous avez plus d'1 million de dollars de dépenses injustifiées dans vos comptes ? Je n'ai pas compris la question, sénateur. La question est, pourquoi perdiez-vous du temps à vous préoccuper d'autocollants alors que nous voyons un bilan financier qui montre 750 000 $ de recettes mais 1 750 000 $ de dépenses ? On vous considère comme l'un des comptables les plus compétents de ce pays. Pourquoi vous occupiez-vous des autocollants plutôt que de cet argent ? Sénateur, voyons. La tenue des comptes de tout ce que nous vendions était une part importante de mes responsabilités. D'autre part, la plupart des mouvements de fonds de ce tableau eurent lieu, comme nous l'avons vu, avant le 6 avril. Et seuls quelques mouvements eurent lieu après le 6 avril. D'après la loi, le trésorier n'avait pas la responsabilité de ces mouvements d'argent, mais devait tenir les comptes de toutes les ventes de babioles et d'autres objets du même genre. Êtes-vous en train de dire... Je pense, sénateur, que vous mettez en évidence la différence entre les fonctions de directeur financier et de trésorier. Je m'occupais de récolter l'argent, alors qu'il n'a aucune attribution dans la recherche des contributions. Il s'occupait de la comptabilité et de la tenue des comptes, dont moi je ne m'occupais pas. J'ai fait une fois une vérification générale avec M. Sloan. J'avais toutes les raisons de croire que la comptabilité était correctement tenue. Mais lorsque je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, j'ai interrogé M. Sloan. Êtes-vous en train de nous dire que vous, un comptable public, membre d'honneur des corps les plus prestigieux de votre métier, ancien secrétaire d'État au commerce, vous qui avez été de plus personnellement choisi par le président pour devenir le directeur financier de sa campagne, pour réunir plus de 50 millions de dollars pour sa campagne, vous n'aviez pas l'intention de contrôler ou de vérifier comment était dépensé tout cet argent ? Ce n'est pas ce que je dis, sénateur. J'ai supervisé et contrôlé certains aspects. Je lisais un rapport quotidien sur toutes les contributions qui nous parvenaient. À force de lire les noms,
Je connaissais même les donateurs par leur prénom. Et je leur écrivais personnellement des remerciements. Je recevais de temps en temps des rapports. Et chaque jour, j'assistais à des réunions avec le personnel. Je lisais les résumés des rapports qui étaient préparés pour la Cour des comptes. Je supervisais donc l'ensemble du travail. Mais je ne savais rien du travail quotidien du service de la trésorerie. Je ne vais pas contester plus longtemps votre position sur ce sujet, Monsieur Stantz. Je vous ai pendant longtemps admiré. Mais il me paraît tout à fait inconcevable que vous ayez passé la plupart de votre temps à vous préoccuper de stylos promotionnels et d'autocollants, et que vous ne vous soyez pas plus soucié de ces importantes sommes d'argent qui étaient distribuées pour des motifs inconnus, alors que la loi précise clairement que les dépenses doivent être rigoureusement reportées. Avec le plus grand respect que je vous dois, sénateur, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je me préoccupais de toutes ces questions. J'y ai consacré du temps. La tenue de ces comptes est quelque chose d'important à mes yeux. Monsieur Sloan et moi, on avons discuté des heures et avons pris nos décisions avec discernement. Merci, Monsieur Stantz. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. La commission reprendra ses auditions à 14 h. Suite à la résolution sénatoriale numéro 60, cette commission est autorisée à enquêter sur chaque contribution faite durant la campagne présidentielle de 72, ou toute campagne ayant précédé. Comme avec le trésorier Sloan, le président de la commission, le sénateur Ervin, se concentre sur un point particulier, la destruction de registres comptables sensibles au lendemain du 17 juin. Si cette commission vous demande, en tant que directeur financier du comité pour la réélection du président, de nous dire quelles sont les personnes qui ont contribué à réunir les 1 777 000 $ possédés par le comité, pouvez-vous nous répondre ? Monsieur le Président, je vous répondrai que M. Kalmbach a versé 233 000 $ au comité qui restait de la campagne de 1968. Et qu'environ 1 500 000 $ venaient de donateurs différents. En me donnant un peu plus de temps, je pourrais continuer à reconstituer l'identité des personnes qui ont donné cet argent. Différents dossiers ou discussions que j'ai eus, ou mes propres souvenirs, me permettraient de retrouver ces chiffres en détail avec un certain laps de temps. Ces dossiers qui dévoileraient les noms des donateurs et le montant de leurs dons, existent-ils toujours sans qu'il soit nécessaire de les reconstituer ? Oui, de nombreux dossiers peuvent permettre d'obtenir ces informations. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un dossier complet qui contienne toutes ces informations ? Monsieur le Président, certains de ces dossiers ont été sortis des archives du comité et détruits. Pourquoi ont-ils été détruits ? On les a détruits car il n'y avait aucune nécessité de les garder. Et nous souhaitions également respecter l'anonymat des donateurs, anonymat sur lequel ils comptaient et qui leur était garanti par la loi. Nous parlons ici des contributions antérieures à la loi du 7 avril 1972. Ont-ils été détruits avant ou après le cambriolage ? Après le cambriolage. Et j'insiste sur le fait, Monsieur le Président, que les deux événements ne sont pas liés. Autrement dit, vous n'avez pas cherché à cacher ces dossiers. Non, si je peux d'ailleurs préciser. Les détruire et les cacher. Monsieur le Président, le bilan comptable de ces fonds m'a été remis par Monsieur Dean le 23 juin. La date s'explique par le fait qu'il attendait que M. Kalmbach rentre d'Europe pour vérifier les sommes qui lui avaient été versées.
Monsieur Sloan avait préparé ce bilan des semaines avant l'affaire du Watergate et me l'avait présenté. Mais j'avais dit ne pas vouloir l'étudier tant qu'il n'avait pas vérifié auprès de Monsieur Porter et de Monsieur Liddy les sommes exactes qu'ils avaient reçues. Ces registres donnaient-ils simplement un résumé des chiffres totaux? Oui, c'est exact. On n'y trouvait ni le nom des donateurs, ni le montant des contributions, ni aucune information sur l'utilisation des fonds, n'est-ce pas? Il y a des dossiers qui donnent le montant des contributions. Et j'ai été capable d'en vérifier et d'en retrouver la plupart. La seule chose qui manque... Je ne parle pas de reconstitution, je vous parle du rapport que M. Sloan vous a remis le 23 juin, 6 jours après le cambriolage. Je l'ai détruit, si mes souvenirs sont bons. Vous l'avez détruit? Oui. Et vous maintenez toujours sous serment qu'il n'y a aucun lien entre la destruction de ce rapport et le cambriolage du Watergate, ou la crainte que la presse ou le public n'apprennent la vérité grâce au contenu de ce rapport? Laissez-moi parler seulement, mon nom. Il n'y avait aucun lien entre la destruction des feuilles de bilan remises par M. Sloan et l'affaire du Watergate. N'est-ce pas pourtant une coïncidence bizarre? Ce serait... Une coïncidence assez suspecte que les dossiers contenant de telles informations soient précisément détruits 6 jours après le cambriolage du Watergate. Monsieur le Président, je vous laisse le choix de vos adjectifs, les adjectifs que vous employez, bizarres et suspects. Ne trouvez-vous pas tout cela suspect? Non, je ne crois pas, sénateur. Vous trouvez normal que dans cette situation, les personnes qui détiennent les dossiers concernant les dépenses des fonds du comité les détruisent après que 5 hommes aient été arrêtés lors d'un cambriolage avec dans leur poche des billets provenant de ce comité? Le 6 avril, j'ai demandé à M. Sloan de faire la liste de tous les donateurs, ce qu'il a fait. Je lui ai demandé le 10 avril, avant de partir en vacances, de faire le solde des sommes en liquide dont il disposait. Il a fait les deux sur ma demande. Le fait que tout me soit parvenu après le cambriolage du Watergate est une pure coïncidence. Pourquoi avoir détruit ce registre? Pour les raisons que j'ai déjà données, Monsieur le Président. Vous n'avez pas seulement détruit les dossiers antérieurs à la loi du 7 avril, mais également le registre que Sloan vous a remis le 23 juin, après le cambriolage. Je ne sais pas de quoi vous parlez avec la destruction des dossiers antérieurs. Ne saviez-vous pas que M. Sloan avait détruit ses propres livres de compte? À ma connaissance, M. Sloan a détruit un seul livre de compte et a dit lui-même avoir suivi les instructions de M. Kalmbach. Et n'était-ce pas son seul livre de compte? Non, il en avait des centaines. Les avez-vous vus? J'en ai vu certains depuis. Je n'avais pas vu ces livres pendant qu'ils étaient utilisés. Monsieur Stantz, ne savez-vous pas que le livre de compte qu'il a détruit était la seule trace originale qu'il possédait des transactions faites en liquide? Le livre qu'il a détruit était à ma connaissance la seule trace qu'il possédait des transactions en liquide. C'est exact. Oui. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai été capable de reconstituer les dépenses grâce au tableau que vous avez devant vous. Et j'ai aussi pu reconstituer les contributions. Nous possédons donc une comptabilité assez précise. Pourquoi détruire vos propres dossiers et vous obliger ainsi à reconstruire des éléments que vous avez détruits? Tout simplement parce que... C'est une explication trop simple pour moi, vraiment. Monsieur le Président,
Nous cherchions à protéger la vie privée et l'anonymat de nos donateurs. En d'autres termes, vous avez donc considéré que le droit des donateurs à la confidentialité était un droit supérieur au droit du peuple américain de savoir qui faisait des contributions pour influencer l'élection du président des États-Unis. Nous ne voyons pas les choses ainsi. Nous avons traité cette question en fonction de la loi, car en 1925, le Congrès des États-Unis a permis que le contributeur reste anonyme et a interdit d'outrepasser ce droit à l'anonymat. Monsieur Stantz, ne pensez-vous pas que ceux qui, comme vous, ont reçu les honneurs du peuple américain devraient être guidés dans leur choix par des principes moraux supérieurs et ne pas se contenter du minimum légal? Je n'ai rien à vous objecter là-dessus. Mais c'est une autre question morale importante, de savoir si je peux ou non prendre votre donation en vous garantissant l'anonymat et ensuite dévoiler publiquement cette donation. Pensez-vous que des hommes placés aux plus hautes fonctions politiques, comme vous, ou comme l'ancien ministre de la Justice et d'autres personnes de ce comité, pouvaient occulter des principes moraux fondamentaux et dire avoir accompli leur devoir auprès du peuple américain en se cachant derrière des détails légaux obscurs? Ce n'est pas ce que j'ai dit, et vous ne me le ferez pas dire. Je pense que deux principes moraux s'opposent dans ce cas précis. Le respect de la vie privée d'un individu contre le droit d'information du public. L'ancien secrétaire d'État au commerce, Maurice Stantz, comme beaucoup d'autres, ne sortira pas indemne de l'affaire du Watergate. Celui qui incarnait aux yeux de beaucoup une figure du mythe américain, parti de rien pour aboutir aux plus hautes sphères de l'État, a dû renoncer à toutes ses fonctions publiques. Mais il restera fidèle à Richard Nixon. Des années plus tard, il participera à la collecte de fonds pour l'ouverture d'une bibliothèque Nixon. Nous verrons dans le prochain épisode à quoi ont servi les fameux fonds secrets de la campagne de Nixon. Herbert Kalmbach, l'avocat personnel de Nixon, dirigeait les opérations pour soudoyer les accusés du cambriolage. Un scénario à la James Bond. Son homme de main, Tony Ulasewicz, transportait des centaines de milliers de dollars en cash qu'il distribuait dans la clandestinité la plus totale. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas une plaisanterie, mais une grande tragédie. Faux noms, appels anonymes, dépôts secrets, les témoignages oscillent entre le film d'espionnage et le travail d'amateur.